Je crois très fort à l'engagement citoyen. Je crois qu'on a une véritable responsabilité individuelle. Aujourd'hui, on n'a jamais été autant informé grâce à plein de médias. Et je crois qu'on n'a pas le droit d'être qu'un simple observateur. À partir du moment où, en tant que citoyen, on fait le constat que des États sont défaillants, qui prennent des décisions politiques qui vont à l'encontre d'un certain nombre de conventions internationales qu'ils ont quand même signées, eh bien, je crois qu'il faut s'indigner de ça et il faut faire tout ce qu'on peut en tant que citoyen pour rappeler à tous que ces choses-là ne doivent pas se passer. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. The wind, we have to be careful. Yeah. Is on the wrong direction for the canopy. José Benavente vole au secours des exilés en détresse en mer Méditerranée. À bord de son petit avion, le Colibri, ce bénévole a opéré 82 vols et permis de secourir 6000 personnes depuis le lancement des missions en mai 2018. Nous, nos vols sont des vols d'observation avec un objectif, celui de repérer des bateaux en détresse et de déclencher les secours. Et évidemment, déclencher les secours dans les plus brefs délais, parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les bateaux qu'on cherche sont extrêmement précaires, absolument pas prévus pour des traversées quelconques. Et s'ils ne sont pas repérés dans les plus brefs délais, il y a de fortes chances pour que ça se finisse très mal, évidemment. So, we start. La zone dans laquelle on patrouille le plus souvent possible est une zone qui représente en fait compte un rectangle de 150 km de long sur 50 km de large à environ 44 km des côtes libyennes. C'est dans ce rectangle que malheureusement ces dernières années, plus de 95% des bateaux en détresse qui ont été repérés par des bateaux d'ONG se sont retrouvés en grande difficulté. Donc nous on patrouille dans ce rectangle-là. You can see the oil rig right over there at 2 o'clock. There's a little tiny dot, which is the fire on top of the oil rig, which is now 12 nautical miles away. Plateforme pétrolière. De manière à ce qu'on ne puisse pas nous reprocher de faire les choses de façon illégale, on enregistre tout ce qu'on fait. Et bien entendu, ça a un autre but, c'est celui de documenter des cas probables ou possibles de violation de conventions internationales, telles que la Convention internationale sur le droit maritime, mais également la Convention internationale des réfugiés de Genève de 1951 qui est en rapport au problème du refoulement. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes qui tentent la traversée sont interceptées par les gardes-côtes libyens avant d'arriver à une destination quelconque et sont ramenés dans le territoire libyen. Et évidemment, ça pose un vrai problème, puisque comme tout le monde le sait aujourd'hui, la Libye est un pays en guerre. Et on ne devrait pas y ramener des gens, évidemment. It's horrible that often we can only film people to drown or to be brought back into the detention camps and the torture camps in Libya. What is pretty worrying on a day like that is that we have flown like more than about 200 miles in the search and rescue zone without seeing a single rescue asset. So once there is a boat in distress, it's in severe danger. Turning final, runway 26, Foxtrot Papa. From Charlie, vacate via Alpha, taxi to stand number 2. To stand number 2 via Alpha.
Lampedusa, le camp de base des pilotes solidaires français. Une île touristique de l'extrême sud de la Sicile. L'un des points de repère pour les immigrés d'Afrique qui souhaitent trouver refuge en Europe. Ici, un monument appelé la Porte de l'Europe rappelle qu'ils avaient un nom, un visage, une histoire. Les cimetières de bateaux témoignent du drame silencieux qui se joue au large. Depuis l'arrêt de la mission militaire et humanitaire italienne Mare Nostrum en 2014, on estime que près de 19 000 personnes se sont noyées en Méditerranée centrale, sans compter ceux que l'on ne retrouve jamais. Une impasse mortifère qui a poussé José Benavente, pilote aguerri ayant fait carrière dans l'humanitaire, à mettre sa vie personnelle et professionnelle entre parenthèses quelque temps. Wow. Je me suis remémoré en fin de compte au moment de la préparation du projet que déjà en 2002, alors que je travaillais à ce moment-là pour le Comité international de la Croix-Rouge, où j'étais en poste en Guinée, à Conakry, on entendait de temps en temps parler de naufrages terribles qui se produisaient lors de tentatives de traversée au départ des côtes sénégalaises vers les îles Canaries. Et quelques temps plus tard, on a commencé à parler également des tentatives de traversée depuis le Maroc vers l'Espagne et ces corps qui arrivaient flottant sur les plages espagnoles. Et à l'époque, je m'étais déjà dit, mais c'est pas possible, comment ces choses peuvent se produire. Et j'avais déjà imaginé à l'époque, mais les gens qui finalement en mer se déplacent, soit pour des raisons professionnelles ou soit pour de la plaisance, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'organiser une sorte de flotte citoyenne qui peut-être appuierait bien entendu les gardes-côtes pour qui c'est le travail évidemment. À ce moment-là, je sais que je ne peux pas le faire tout seul. Ça va être des vols longs sur des petits avions. Je dois absolument être accompagné. Puis en plus, il n'y a pas que le pilotage, il y a la préparation de ce genre de vol. Et donc à ce moment-là, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est celui de Benoît, mon ami Benoît, que je rencontre plus d'une décennie auparavant, lorsqu'on se prépare tous les deux à devenir pilote professionnel et qu'on est en train de passer notre examen de pilote de ligne. On a la chance à ce moment-là de notre vie d'avoir quelques économies. On se rend compte que si ces économies, on les met ensemble, on arrive à 130 000 euros, et qu'on est en capacité d'acheter un petit avion d'occasion, de faire quelques modifications techniques pour qu'il corresponde bien aux missions qu'on s'apprête à mener. Et on avait de quoi ensuite le convoyer sur zone et faire une dizaine de vols. Donc on se lance. On fait de nombreuses recherches pour essayer d'identifier la machine qui correspond à nos budgets et puis qui va aussi correspondre à la mission. Après de nombreuses réflexions, on arrive au résultat qui est cet avion-là, qui est donc un MCR 4S qu'on a décidé de nommer le Colibri en référence à la légende amérindienne. Et puis voilà, c'est parti, on lance le projet. Le premier bateau qu'on va repérer, c'est un bateau typique, malheureusement, un bateau pneumatique, chargé avec au moins une centaine de personnes. Encore une fois, ces bateaux pneumatiques de fabrication artisanale qui ne sont absolument pas conçus pour une traversée quelle qu'elle soit. Lorsqu'on se retrouve pour la première fois très près de ces bateaux, c'est évidemment une sensation très très forte. On voit les visages, on voit les mains qui s'agitent, on leur répond évidemment, l'idée étant qu'ils puissent être certains qu'on les ait repérés et que quelque chose va se passer. C'est des moments très forts que je vais oublier difficilement. Certains jours, les missions sont particulièrement éprouvantes. Ce fut le cas ce 5 juin 2019. De retour d'une patrouille de 11 heures, à bout de force, le pilote livre le récit glaçant d'un naufrage.
Lors de la patrouille, on a repéré au total 3 bateaux. Un assez rapidement, à peine 3/4 d'heure après avoir décollé. Le bateau était encore stable, faisait cap au nord, était donc encore en condition de naviguer. On l'a évidemment malgré tout signalé parce qu'on sait par expérience que les choses peuvent très vite, la situation peut très très vite se détériorer. Mais évidemment, en général, quand on trouve un bateau, on sait qu'il va y en avoir d'autres. Quelques heures plus tard, on a trouvé un deuxième bateau qui, lui, par contre, était dans une situation extrêmement critique. Un bateau de type pneumatique avec très certainement entre 60 et 80 personnes à bord, à la dérive, sans moteur. Et on a constaté, après quelques minutes sur zone, qu'il y a un des flotteurs latéral, le flotteur latéral gauche, pour être très précis, qui commençait sérieusement à se dégonfler. Et effectivement, après quelques minutes, ça s'est malheureusement confirmé. Il était complètement dégonflé et certaines personnes se sont déjà retrouvées dans l'eau à se raccrocher à ce qui continuait à flotter. Mayday, relay, Mayday, relay. This is search and rescue aircraft Colibri. Search and rescue aircraft Colibri. Aucun pêcheur ou bateau commercial ne répond au SOS du Colibri. Le pilote contacte alors à contre-cœur les gardes-côtes libyens. Quelques minutes plus tard, le bateau des gardes-côtes libyens est arrivé sur zone, s'est positionné et a commencé à secourir les gens. Il y a au moins 2 personnes qui se sont noyées pendant que les flotteurs se dégonflaient. Aujourd'hui, on est vraiment dans un cas critique extrême. Heureusement, ça se passe pas toujours comme ça, mais malheureusement, c'est quand même fréquent, après tout. Et ça s'est produit pas plus tard qu'il y a une semaine. J'ai envie de dire qu'à chaud, sur le coup, évidemment, on se concentre sur la mission qui est pour nous de piloter la machine, d'essayer évidemment de donner des informations pour que ces gens soient secourus dans les plus brefs délais. Mais c'est clair que dès qu'on prend un tout petit peu de recul, les images repassent dans nos esprits et il va falloir qu'on soit très vigilant parce que c'est pas anodin. C'est pas anodin de voir des gens se noyer sous ses yeux. Pendant des longues périodes, on a été et on est encore aujourd'hui les seuls témoins du drame qui se joue en mer Méditerranée. J'ai l'habitude de dire que ces derniers mois, que cette partie-là de la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière de personnes exilées au monde. Mais en fin de compte, c'est une erreur. Ça n'est pas un cimetière. Un cimetière, on y trouve des tombes avec des noms. Les gens peuvent venir s'y recueillir. Là, en mer Méditerranée, ça ressemble plus depuis déjà quelques mois à une grande fosse commune, en l'occurrence une grande fosse commune marine, parce que régulièrement aussi, quand j'arrive à prendre du recul, je pense à toutes ces familles restées au pays qui ne recevront plus jamais de nouvelles des gens qui se sont exilés et qui sont morts en mer. Et c'est d'autant plus dramatique qu'on le sait aujourd'hui, lorsqu'on n'a pas de nouvelles, eh bien on garde espoir et on ne fait pas le deuil. Donc je pense régulièrement à toutes ces familles qui vont passer des années, des décennies à attendre un coup de fil, à attendre des nouvelles qu'ils ne recevront évidemment jamais. Lorsqu'il est témoin direct de situations comme aujourd'hui, José Benavente est sollicité par les médias du monde entier. Une autre partie de sa mission consiste à témoigner. Yeah, we do have such kind of information indeed. In fact, during our mission, we document all what we are doing. We are recording all what we are doing to make sure that nobody will blame us about the way we are working. So, yes, we have all this. Les interviews s'enchaînent souvent jusqu'au bout de la nuit.
j'ai la température. Je vais annoncer le prêt à décoller. Ah bah oui. Tous les congés, les week-ends, tout mon temps libre en fin de compte est 100% dédié à pilote volontaire. Et j'ai beaucoup de chance parce que autant mon épouse, mais aussi mes 2 enfants, qui ont aujourd'hui 17 et 12 ans, sont extrêmement supportifs. Et j'ai la chance d'avoir une famille tout-terrain qui évidemment nous soutiennent à 200% dans le projet et qui sont à mes côtés évidemment. Et ça, c'est un support qui n'a pas de prix. Toutes les 50 heures de vol, le colibri entre en maintenance. Une étape obligatoire et coûteuse pour la petite ONG. Là, je vois qu'elle s'use à nouveau un petit peu. J'imagine que c'est au niveau, tu vois, du pivot. Et oui, il faudrait la mettre un petit tour encore. C'est les 2 choses qui me traversent l'esprit. Donc évidemment, ces missions, elles ont un coût qu'on évalue aujourd'hui à environ 1 500 € par jour, tout compris. Pour, encore une fois, démarrer dans les plus brefs délais, on a démarré sur fonds propres, mais on n'avait pas la capacité de tenir plus de 10 vols. Et heureusement, si on avait pu en faire beaucoup plus depuis, c'est grâce au fait que des donateurs privés, qui représentent aujourd'hui 100% des financements de pilotes volontaires, eh bien, nous ont soutenus financièrement. Et on est bien entendu en permanence à la recherche de soutien, puisqu'aujourd'hui, on a une trésorerie qui nous permet de voler à peine quelques mois, et si on n'arrive pas à lever des fonds, les missions devront s'arrêter. Fin juillet, au plus fort des départs d'exilés des côtes libyennes, les autorités italiennes ont interdit à José Benavente de poursuivre ses vols. Depuis, le colibri est bloqué au sol pour des raisons administratives. Une situation que le pilote redoutait depuis des mois. Aujourd'hui, notre avion est toujours bloqué au sol. Ce qu'on nous reproche très rapidement, c'est que, en gros, on nous dit que notre avion ne peut effectuer que des vols de type récréatif, donc on n'est pas autorisé aujourd'hui à décoller avec pour repartir en mission comme nous l'avons fait à 82 reprises. Mais c'est une décision politique, selon vous ? Alors écoutez, aujourd'hui on n'a rien qui nous permet de l'affirmer. Bien entendu, le lien est tentant, on va dire, mais on a aujourd'hui engagé des discussions que je qualifierais de constructives avec les autorités de l'aviation civile italienne. On a bon espoir, sinon de pouvoir repartir avec cet avion, de repartir avec un autre avion. Et d'ailleurs à ce propos, nous essayons aujourd'hui de collecter des fonds pour pouvoir soit louer, soit faire l'acquisition d'un autre avion, parce que la priorité pour nous aujourd'hui, c'est de reprendre les vols dans les plus brefs délais. Et la question de notre avion actuel se réglera peut-être ou pas, mais l'urgence c'est de reprendre les vols. Merci beaucoup encore une fois José Benavente. Je rappelle donc votre association Pilote Volontaire. Elle repère les embarcations de migrants qui sont en détresse sur la Méditerranée. Merci d'être passé ce matin à France Info. Merci à vous. Ces derniers mois, sur les 6 principaux navires d'aide aux exilés qui sillonnent la Méditerranée, 4 ont fait l'objet de saisies judiciaires et furent contraints de rester à quai par la justice italienne. La raison principale pour laquelle on est aujourd'hui bloqué, c'est qu'on est clairement devenu, comme les bateaux d'ailleurs, des témoins gênants. On est témoins régulièrement de graves violations d'un certain nombre de conventions internationales, et il y a des gens qui préféraient effectivement que ces violations soient passées sous silence. Donc encore une fois, pour nous, il est essentiel de pouvoir continuer, bien entendu, à essayer de repérer des gens, mais pas seulement. On s'est rendu compte au fil des mois que notre présence allait bien au-delà de ça, et qu'on était, par le simple fait d'être présent, en capacité dans certains cas d'inverser le cours des événements. Et pour nous, c'est essentiel, il faut absolument qu'on reprenne les airs et qu'on reprenne nos actions, bien entendu. Le combat de José Benavente se poursuit donc à terre. Avec la dizaine de bénévoles qui l'entourent, il espère entraîner un véritable mouvement citoyen dans son sillage. Il peut compter sur l'aide de l'ONG française SOS Méditerranée, qu'il a invité à partager son stand pendant les 3 jours de l'événement. Ces bateaux rencontrent d'énormes difficultés à repérer ces petites... Bien qu'il ne puisse plus voler pour le moment,
Le pilote a tenu à retourner à Lampedusa pour rencontrer des exilés qui ont échappé à la noyade. Je pense en particulier à cet homme d'origine camerounaise qui m'expliquait après avoir quitté donc, les côtes libyennes à bord d'un bateau pneumatique où il y avait environ une centaine de personnes qui se sont entassées. Assez rapidement, arrivé en haute mer, une grosse vague en a jeté 17 à la mer. Sur les 17, 11 seulement ont pu être secourus et ramenés à bord du bateau. Les 6 autres se sont littéralement noyés sous les yeux de leurs compagnons d'infortune. Et les gens te racontent comment les gens réapparaissent à la surface une première fois, coulent à nouveau, réapparaissent parfois une deuxième fois, coulent à nouveau. Voilà, les drames se poursuivent encore une fois, qu'on soit présent ou pas, les drames se poursuivent parce qu'il faut bien avoir encore une fois en tête que ces gens n'ont plus leur destinée en main depuis bien longtemps. On les prévient dans l'après-midi que le départ va se faire dans la soirée. On leur donne un point de rendez-vous, on leur a dit qu'ils allaient être 50 sur le bateau, ils se retrouvent à 100. Il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. C'est la situation que vivent ces gens-là. Et encore une fois, ils ne maîtrisent pas les conditions du départ. Et encore moins la traversée, bien entendu, qui, comme tu le sais, n'a aucune chance, dans la plupart des cas, d'aboutir. Donc ils vont immanquablement se retrouver en grande détresse après quelques heures de navigation. Il faut absolument que tout soit mis en œuvre pour pouvoir, si ça arrive effectivement, les repérer, les secourir dans les plus brefs délais. Conscient que la situation est bien trop grave pour baisser les bras, José Benavente reste déterminé. Il vient de quitter son emploi qui lui assurait des revenus confortables pour se consacrer à 100% aux missions de pilote volontaire.